Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce journal. 2 ans jour pour jour après le décès de Didier Arafat, la légende du coupé-décalé, ses fans lui rendent un vibrant hommage. Le paludisme, on en parle. Nous ferons un point de la lutte dans ce journal et nous recevrons en plateau le docteur Tanoméa Antoine, directeur du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. Et puis un constat, les Ivoiriens respectent de moins en moins les gestes barrières. Des explications dans ce journal. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a présenté ce jeudi la nouvelle stratégie en matière de sécurité routière aux députés lors d'une session d'information parlementaire. À cette occasion, le ministre a révélé que ses services entendent engager la répression face aux actes d'incivisme sur les routes dès le mois de septembre 2021. En 2020, plus de 1500 personnes ont trouvé la mort sur les routes. Salifia Lekwe et Mathurin Badé. Face à la recrudescence des cas d'accidents observés sur toute l'étendue du territoire national, l'État ivoirien entend passer à un contrôle plus strict et la répression des actes d'incivisme sur les routes dès le mois de septembre. Cette information a été donnée ce jeudi par le ministre des Transports, Amadou Koné, qui présentait aux députés la stratégie du gouvernement en matière de sécurité routière. Une séance présidée par le chef du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro. Elle comprend 2 grandes phases dans sa mise en œuvre. La première phase, c'est une phase de sensibilisation et la seconde, c'est une phase de répression. Et cette stratégie porte sur un important nombre de réformes liées à la formation des conducteurs, donc des réformes sur le permis de conduire, porte également sur des réformes liées à la gestion, donc de façon institutionnelle, le cadre de gouvernance de la stratégie de sécurité routière, porte sur les infrastructures de sécurité routière, porte sur les véhicules et la prise en charge post-accident des victimes des accidents de la route. À Abidjan, on sera beaucoup plus ferme pour réduire le nombre d'accidents. Traiter de façon plus forte aussi l'incivisme dans un certain nombre de localités qui créent aussi beaucoup d'accidents, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de 2 ou de 3 roues. Des échanges ont permis aux élus de la nation de mieux comprendre le bien fondé de la stratégie. Ils n'entendent pas rester en marge de la sensibilisation. Nous encourageons véritablement la réforme du secteur du transport en Côte d'Ivoire. L'élu local, la première des choses, c'est de sensibiliser la population à la discipline, au civisme. Et c'est ça qui compte. Et faire en sorte qu'il y ait la formation des chauffeurs. L'objectif de la nouvelle stratégie est d'inverser la courbe dans les 12 prochains mois pour atteindre une réduction majeure dans les 5 prochaines années des cas d'accident. Selon le ministre des Transports, ce sont quelques 814 personnes qui ont été tuées sur les routes en 2013. Le pays est passé à 1465 tués en 2019, à 1509 tués en 2020, malgré les restrictions imposées par la Covid-19 au déplacement des populations, soit un accroissement de 79% en 7 ans. Des chiffres effrayants. Elle est connue pour ses embouteillages aux heures de pointe, la route qui passe par l'hôtel du Golfe. Pour faire face aux bouchons et à l'urbanisation galopante, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a entrepris des travaux de dédoublement de la voirie dans le cadre du programme de réhabilitation de la voirie d'Abidjan. Le ministre de tutelle a effectué ce matin une visite sur le terrain pour s'enquérir de l'état de l'avancement des travaux. Nadia Eja et Tanguy Konan. Les travaux d'aménagement de la route partant du rond-point Jacques Prévé à l'ambassade des États-Unis en passant par l'hôtel du Golfe avancent bien. Malgré un retard dû entre autres à la construction d'un pont pour le passage de l'eau des pluies et la libération des emprises. Lorsqu'il pleuvait, toutes les eaux qui viennent de la rue Ministre, tout ça pour aller en lagune, passaient très souvent sur l'ouvrage qui était là. Donc on a décidé de construire un pont, mais malheureusement, le mois de juin-juillet, c'était la saison des pluies. Et compte tenu de la quantité d'eau qui arrivait, on était obligé donc d'attendre un peu. La deuxième contrainte, c'était que cette voie va rejoindre la voie qui passe devant la Tendresse, devant l'ambassade des États-Unis. Et on devait passer dans des terrains, sur des terrains de certaines personnes. Il y a eu une déclaration d'utilité publique qui a été prise par le gouvernement, mais il fallait négocier avec les personnes. Maintenant, toutes les négociations sont terminées.
Prévu pour fin juin, ce chantier est à ce jour à plus de 70% d'exécution et devrait être livré dans les plus brefs délais, selon le ministre de tutelle. Nous pensons que les travaux vont être accélérés. D'ici fin septembre, début octobre, on pense pouvoir achever tout ça pour permettre donc aux Ivoiriens de circuler aisément. L'aménagement de cette voirie consiste essentiellement au déboulement en 2 fois 2 voies de la route, avec la construction d'un pont, des poses de caniveaux et un aménagement du TPC. Le 12 août 2019, la légende du coupé-décalé DJ Arafat s'éteignait à la suite d'un accident de la circulation. Son décès brusque, au pic de sa carrière, avait suscité une vague d'émotions en Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières. 2 ans après, le souvenir est toujours vif chez ses fans. En ce jour qui commémore son décès, ces derniers, ceux qu'il avait surnommés les Chinois, en raison de leur nombre important, sont retournés sur les lieux du drame pour saluer sa mémoire. Un concert est organisé ce soir en l'honneur du chanteur. Un reportage de Brice Niawa. Venus des différents quartiers d'Abidjan, les fans de DJ Arafat, encore appelé chinois, ont convergé vers le lieu de l'accident de moto, où une stèle à sa mémoire a été construite. Il est nos monuments, on est ici à cause de lui. Chaque année, le 11 au 12, on dort ici. Ici est devenu comme notre deuxième maison. Ici, là, c'est pour tous les Chinois de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On espère pouvoir passer un bon moment, éviter les palabres, les discussions. Tout se passe dans la discipline, comme l'année passée. On aime DJ Arafat, on l'aimera toute notre vie, c'est notre Bob Marley. On l'a perdu, ça fait 2 ans aujourd'hui. Donc on est là pour célébrer ces 2 ans de disparition. On danse, on fait le show, tout ce qu'il aimait, un peu de tout. Tout ce qu'il aimait, c'est quelqu'un qui a adoré la musique, il a aimé les roucascas, donc on fait un peu de tout. On a perdu un grand fan, comme les Rastas ont perdu un grand aussi. Le bon Mali. Donc là, c'est normal. Le DJ Arafat est un monument de la Côte d'Ivoire, du monde entier. Voilà, donc aujourd'hui là, je suis prêt à tout. Même si c'est pour marcher, même s'il n'y a pas de véhicule. En tout cas, je suis prêt à marcher jusqu'à là-bas pour DJ Arafat. Comme l'an dernier, l'ambiance est tout autre dans cette rue de Cocody en grès 7e tranche. Dans les airs, des drapeaux à l'effigie du Yoruba volent librement. Les commerces, presque inexistants. On se souvient encore de cette triste date du 12 août 2019. Après l'enterrement, il y a eu un calme quand même. Le temps est passé. On pleure 2 mois, 3 mois, 6 mois, on oublie. Et quand l'anniversaire approche encore, ça nous rappelle le moment qu'on a vécu le jour de son accident. Ça nous attriste encore qu'il ait la paix auprès de Dieu. Vraiment, on prie tous les jours pour lui. Le Thémistocle Arafat DJ est auteur de plusieurs titres à succès, dont Jonathan, Do Sabado, Pango et Moto Moto, le dernier. Une des passions de l'artiste, c'était la moto. En sa mémoire, les motards ont pris d'assaut les rues. Une parade à travers la ville. Le mentor lui-même était adepte de moto et il a fait l'accident sans avoir porté son casque. Aujourd'hui, on veut sensibiliser cette jeunesse-là. Il y aura une animation DJ, il y aura des orateurs, des personnalités vont parler, il y aura plein de choses. Et après, on passe au stade André pour le concert. C'est un frère pour moi, c'est un tout pour moi. Donc, ça me fait plaisir de revoir encore ce monde pour Arafat. Je suis vraiment content pour ce monde. Et tout à l'heure, on va faire le show et ça va bien se passer. Quoi qu'il en soit, le coupé-décalé continue de vénérer son roi, Ouan Ange. Chaque jour, en Côte d'Ivoire, ce sont 4 personnes qui meurent du paludisme. Cette pathologie, à elle seule, représente 1/3 des consultations dans les centres de santé. Le pays ambitionne d'éliminer le paludisme d'ici à 2030. Quel est le point de la situation à ce jour? Les réponses dans ce reportage de Pierre Dipomela. Le paludisme représente 33% des motifs de consultation en Côte d'Ivoire et la première cause de morbidité. Le pays s'est engagé à éliminer cette pathologie d'ici à 2030. Après plusieurs programmes de sensibilisation, le taux de mortalité lié au paludisme a significativement régressé. Selon les statistiques de 2020, 4 personnes meurent par jour du paludisme en Côte d'Ivoire, contre 5 en 2019. Mais la transmission du paludisme reste stable toute l'année. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. Depuis 2021, une nouvelle approche de la lutte contre le paludisme est mise en œuvre. Il s'agit de la stratification qui consiste à adapter la riposte en fonction de la situation des zones géographiques. Cette nouvelle option a conduit le PNLP
à entreprendre des actions ciblées après la grande campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés. Plusieurs camions podium ont sillonné 5 régions du pays et plus récemment, la pulvérisation intra-domiciliaire a été lancée à Sakassou et Nation. Les audiences foraines débuteront dans quelques jours dans plusieurs localités du pays situées à plus de 5 km d'un centre de santé. Mais l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides qui offre une double protection physique et chimique reste, pour l'heure, le moyen le plus sûr d'éviter le paludisme, surtout en cette saison pluvieuse, favorable à la reproduction des moustiques. Et nous avons été rejoints par le docteur Tano Méa Antoine. Vous êtes le directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, le paludisme à lui seul représente 1/3 des consultations de santé. C'est donc toujours une grande préoccupation. Mais le tableau n'est pas complètement noir. Il y a aussi des avancées dans cette lutte que vous menez dans une Côte d'Ivoire qui s'engage auprès de l'OMS à éradiquer le paludisme d'ici 2030. Merci de nous donner l'occasion de parler de la situation du paludisme. D'abord, dire merci à monsieur le ministre de la Santé qui nous donne l'occasion. Il faut dire que c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes à 4 personnes qui décèdent par jour, mais il y a quelques années, on était à plus de 10 personnes qui décèdent par jour. Aujourd'hui, l'évolution qui est palpable, c'est le nombre de décès qui a véritablement baissé. Il faut dire que le nombre de décès a baissé de moitié sur 3 ans, mais cette année, à fin de l'année 2017, fin de l'année 2020, plutôt, nous sommes à 1320 cas de décès. Nous pensons pouvoir aller encore plus loin. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de décès liés au paludisme. Donc aujourd'hui, le paludisme représente effectivement le tiers des consultations. Et parce que nous sommes en train toujours d'aller plus loin pour chercher les cas qui ne sont pas encore vus jusqu'à présent. C'est-à-dire, nous étions dans les hôpitaux. Après les hôpitaux, nous sommes allés dans les cliniques privées, dans les entreprises privées, et nous sommes allés dans la communauté. Dans la communauté, aujourd'hui, on a formé près de 9000 agents de santé communautaires qui vont vers les populations, qui sont situés à plus de 5 km de centre de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de cas de paludisme grave. Donc, cette activité qui est plus proche des populations va nous permettre encore, d'ici quelques années, d'aller encore plus loin, de réduire le nombre de cas de décès, le nombre de cas de paludisme grave, et on va pouvoir éliminer le paludisme si peu. Alors justement, cette approche que vous avez déplacée dans les régions, elle change d'une région à l'autre. Pourquoi? Est-ce que c'est différent? Oui, parce que la lutte contre le paludisme, à un moment donné, il fallait changer la façon de faire. Il ne faudrait pas qu'on continue de la façon, comme on peut dire, de façon monotone. Et donc nous avons fait une stratification. La stratification a dit, après cette stratification, nous nous sommes rendus compte que le paludisme n'évolue pas de la même manière par région. Il y a des zones dans lesquelles nous avons moins de cas, il y a des zones dans lesquelles nous avons plus de cas. Et dans les zones dans lesquelles aussi on avait des résistants des vecteurs dus aux insecticides. Donc les moustiquaires ne marchaient pas partout et en même temps. Et donc cela nous a permis de stratifier même les moustiquaires que nous avons distribués dans le mois d'avril et de mai. Donc nous avons distribué 3 types de moustiquaires. Et les moustiquaires là qu'on a distribués sont efficaces dans chaque zone. Par exemple, si vous prenez les moustiquaires qu'on a distribués à Bengourou, sont efficaces à Bengourou, mais ces moustiquaires qui sont à Bengourou ne sont pas efficaces à Bongouanou ni à Korogo. Donc il faut être très vigilant dans la distribution. Il faut être très vigilant. C'est comme ça que nous avons fait. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les moustiquaires que la population a reçus, ces populations sont efficaces dans la zone dans laquelle la moustiquaire a été distribuée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les moustiques vont... on va avoir beaucoup plus d'efficacité dans la réduction des piqûres de moustiques. Donc, c'est la même chose que nous avons fait dans le cadre de la prise en charge. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a dans des régions, on a moins de cas de paludisme. Donc, il y a plus de cas dans d'autres régions. Donc, il faut intensifier les activités. Donc, la stratégie, c'est de stratifier et intensifier la lutte. Donc, comme on donne l'exemple, par exemple, l'année dernière, il y avait 5 régions dans lesquelles on a intensifié les activités. Cette année, nous avons commencé à intensifier les activités aussi dans 5 autres régions qui sont encore plus endémiques. Par exemple, je prends l'exemple de Nation et de Sakassou, où il y a en 2017, c'était les zones les plus endémiques de Côte d'Ivoire. Là-bas, on fait une activité spécifique qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire. Donc la pulvérisation dans les domiciles. Dans les domiciles. Donc, on prend les insecticides, on aspecte au niveau des murs,
intérieur des maisons. Et donc, pendant 6 mois, ça reste efficace. Donc, on vient de faire le lancement seulement le lundi dernier. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, l'intervention qu'on fait à Bouaké, qu'on fait à Abidjan, est totalement différente de ce qu'on fait à Bondoukou. Alors, justement, les populations jouent un grand rôle dans la lutte contre le paludisme parce qu'il faut avoir de bonnes habitudes. Comment elles réagissent à ces opérations que vous menez sur le terrain, ces distributions de moustiquaires? Oui, il faut dire que la population adhère à toutes les interventions. Le lancement de la campagne qui a eu lieu par le ministre de la Santé à Divo, nous avons pu distribuer ces moustiquaires. Près de 19 millions de moustiquaires ont été distribués. Et donc, on a eu une performance après 97% comme performance de distribution. 96% des ménages ont reçu le moustiquaire et 96% des populations recensées ont reçu le moustiquaire. Et donc, la population a adhéré à cette distribution. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir seulement que la moustiquaire. Quand on a la moustiquaire, il faut l'utiliser. Il faut dormir sous cette moustiquaire pour qu'on puisse avoir des résultats. Aujourd'hui, on a distribué la moustiquaire, ça a été très bien, mais la population doit l'utiliser pour qu'on ait des résultats. Si la population utilise, si 80% de la population utilise cette moustiquaire, nous allons avoir une réduction du nombre de cas encore, c'est-à-dire de 20% la première année, 35% la deuxième année et au moins 40% la troisième année. Jusqu'à l'éradication, oui. En 2030. Et donc, quand nous allons refaire encore notre campagne d'ici 3 ans encore, ça va permettre de réduire le nombre de cas. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population, l'État de Côte d'Ivoire a fait sa part. Et la population doit aussi contribuer, faire sa part, c'est quoi? En utilisant la moustiquaire, qui a été donnée gratuitement. Et donc, la population, le traitement est donné aussi gratuitement. Donc, si une personne contracte le paludisme, c'est de se rendre dans le centre de santé le plus proche pour qu'on confirme le cas de paludisme et donner un traitement qui est gratuit dans l'hôpital public. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin que la population nous aide à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que nous faisons des activités de sensibilisation de proximité et pour aller vers ces différentes populations pour qu'elles adhèrent aux différentes mesures de prévention. Et donc, très bientôt, nous allons encore aller, la semaine prochaine, on va aller dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, avec les ASC qui sont là-bas, apporter les mesures de prévention de prise en charge des populations, pour ces populations-là. Pour qu'on voit les femmes enceintes qui n'ont pas accès à un centre de santé, pour qu'on puisse voir aussi les enfants qui sont loin situés dans un centre de santé. Alors peut-être dernière question qui intéresse justement tous ces pays qui sont endémiques du paludisme. Est-ce qu'il y a des avancées sur un vaccin contre le paludisme à l'heure actuelle? Oui, il y a des avancées véritables. Il y a plusieurs essais, mais nous avons un vaccin qui est allé juste en phase 4, qui est le RTS-SS, qui a été donc en phase 4 au Ghana, Malawi et au Rwanda. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le recrutement du nombre d'enfants qui devaient participer à cette phase 4 est pratiquement atteint. Donc nous attendons seulement l'OMS, que nous pensons d'ici la fin de l'année ou l'année 2002 qui va pouvoir légiférer pour qu'on puisse l'utiliser. C'est vrai qu'on nous dit que ce n'est pas efficace à 80%, mais nous, dans le cas de la lutte contre le paludisme, même à 50%, complété aux mesures de prévention, ça sera important pour les pays parce que ça va nous aider à éliminer le paludisme. Merci, Dr Meatano, d'être passé sur ce plateau pour parler de la lutte contre le paludisme. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes le directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Merci beaucoup. Alors on continue ce journal avec la transition, la migration vers la TNT. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, l'IDT, était face aux journalistes hier, mardi, à Cocody. Il a fait le point sur la couverture de la TNT, la télévision numérique terrestre, sur le territoire ivoirien. Et il a invité les Ivoiriens à se préparer à l'extinction du total du signal analogique d'ici à la fin décembre 2021. Pierre Dipomela et Tanguy Conan. La Côte d'Ivoire s'est engagée à achever la migration vers la télévision numérique terrestre, TNT, au plus tard le 31 décembre 2021. À ce jour, c'est plus de 85% du territoire national qui est couvert. Le déploiement de la TNT se poursuit. 23 sites sur 35 ont été mis en service. Après plusieurs reports, le directeur général de l'IDT, l'organe en charge de l'extension de cette nouvelle technologie, rassure que la date de l'extinction du signal analogique, prévue pour décembre 2021, sur toute l'étendue du territoire, sera tenue. On a démarré difficilement les travaux de déploiement de la TNT, pas simplement par notre simple faute, effectivement. Il y avait toute la préparation
la stratégie de mise en place de la TNT, bon ça a pris un temps. Ensuite, les appels d'offres également. À un moment donné, donc nous on avait déjà démarré, donc toutes les infrastructures techniques étaient mises en marche. Malheureusement aussi, je crois que les chaînes n'étaient pas prêtes. Avec l'arrivée du ministre de la Communication, il a donné en tout cas un grand coup, une grande poussée en tout cas à toute l'opération. Et c'est donc ce qui fonde en tout cas mon espoir que cette fois-ci sera vraiment la bonne. Il faut éteindre le signal analogique avant la fin de l'année. Ça, nous sommes convenus là-dessus. Et donc, je peux vous le confirmer et ça se fera. La TNT a été officiellement lancée en Côte d'Ivoire en février 2019. Son déploiement a été ralenti par plusieurs facteurs, dont la pandémie de Covid-19. La TNT offre une meilleure qualité d'image et des services innovants, comme la vidéo à la demande VOD, l'enregistrement des programmes, la diffusion de plusieurs chaînes de télé sur une seule fréquence. Depuis le début du mois d'août, les cas de Covid-19 sont en augmentation en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 243 nouveaux cas le 5 août, alors que depuis avril, les chiffres stagnaient à moins d'une centaine par jour. Des personnalités, même au sommet de l'État, ont été confinées après avoir été en contact avec des personnes positives au Covid-19. Et puis, le 7 août, nous avons célébré une fête de l'indépendance en toute sobriété. Autant de signes que la lutte contre la pandémie n'est pas terminée. Alors, comment expliquer le relâchement dans le respect des mesures barrières ? Nadia Ija, Roger Appé et Cheikh Bleu s'y intéressent pour vous ce soir. La Côte d'Ivoire a enregistré ce mardi 10 août 149 nouveaux cas positifs au Covid-19, 6 nouveaux décès pour un nombre de cas actifs estimé à 866. Des chiffres inquiétants, pourtant loin d'alarmer la population. Au quartier Liberté à Adjamé, vendeurs ambulants, voyageurs ou simples passants se côtoient. Ici, le masque semble ne plus avoir sa place. Quoi de plus normal pour ce vendeur de vêtements qui soutient mordicus l'inexistence du coronavirus en Côte d'Ivoire, malgré le nombre de victimes qui ne cesse de croître. Les papas cachent parce qu'il n'y a pas de corona en Afrique. Oui, les Africains, il n'y a pas de corona caché en Afrique ici. C'est les trafiquants qui vont à la mort et prennent les morts pour envoyer que c'est corona qui les a tués. Corona n'existe pas en Afrique ici. Tout ça, c'est les deuils. Très peu de personnes rencontrées suivent à la lettre les mesures barrières édictées pour préserver leur santé et leur vie. Chacun de nous est face à son destin. On dit que le Covid-19 existe réellement et on doit pas tout le cacher. On nous sensibilise même à la vaccination. Et très bientôt, je vais faire mon texte et je vais me vacciner. On porte le cache-nez, c'est question d'habitude. Sa propre santé. Voilà, on ne regarde pas les autres, chacun a sa santé. Voilà, pour ma propre santé, je porte le cache-nez où je dois aller. Une prise de conscience des bons gestes qui peine à se généraliser au sein de la population. Entre la lassitude du port du masque et la baisse de sensibilisation, le relâchement s'est installé. On parle toujours de ça, mais ça c'est à la télévision, on fait quoi aux Ivoiriens, mais quand on sort, on voit la majorité de la population sans cache-nez. Ici, je ne parle pas de cache-nez, mais lorsque je vais dans les lieux où on nous demande obligatoirement de porter le cache-nez, j'utilise. C'est un relâchement, et puis les gens sont fatigués. On portait, mais on a porté jusqu'à on est fatigué. À un moment donné, on s'est dit, mon cher, mais ça n'empêche que la maladie est là. Et puis je pense que la sensibilisation a diminué. Aujourd'hui, on ne fait plus trop de publicité comme avant. Au 11 août, le pays comptait 51 732 cas confirmés pour 50 494 guéris et 347 décès. Depuis le mois de février, la Côte d'Ivoire a reçu ses premières doses de vaccins contre le Covid-19. Outre les mesures de protection telles que le port du masque et le lavage des mains, les personnes âgées de 18 ans et plus sont fortement invitées par le gouvernement à se faire vacciner pour briser la chaîne de propagation de la maladie. Et NCI Reportage vous replonge dans un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers le regard de l'une des dernières survivantes de la marche historique des femmes de Bassam. Histoire, politique, émotion. Les femmes de Bassam, c'est un reportage exclusif donc à retrouver juste après ce journal. Un extrait. La Côte d'Ivoire a vécu du 22 au 24 décembre 1949 un événement historique avec la marche des femmes de Grand Bassam. Parmi les épouses des prisonniers, il y avait Massaran Keïta Camara, épouse du détenu Lamad Camara, membre du PDCI de l'époque et militant de l'indépendance qui faisait partie des 8 détenus. Massaran Camara est la dernière survivante.
Elle a aujourd'hui 103 ans. Ce sont les chansons qu'elle chantait quand elle marchait pour se donner du courage. Et cette chanson, elle signifie que la fraternité, c'est ce qu'il y a de mieux sur la terre. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce journal. On se donne rendez-vous demain à 19h50. Bonne suite de programmes sur NCI et prenez soin de vous.